Bonjour les amis, bienvenue dans cette troisième saison de Noa-sur-Mer ici à Messanges dans les Landes où on va vous parler de surf. Oui, parce que c'est le sport par excellence qui, avec la Covid, a été absolument bouleversé. Les compétitions ont toutes été annulées au plan international ou alors elles se déroulent sous une bulle. Par contre, pour les particuliers, il y a eu ce besoin d'évasion et le surf est le sport d'évasion par excellence. Donc le surf loisir, on va en parler tout de suite avec les surf campeurs qui se trouvent juste derrière. Bonjour à tous, Quentin, Pierre, Johanna, ça va? Comment se passe ce surf camp justement? Super. Vous prolongez la saison, c'est ça? C'est ça, exactement. Là, on a les cours de surf l'après-midi pour l'instant. Donc, je travaille le matin et puis l'après-midi, je vais surfer. Vous êtes des surfeurs habituels ou pas? Ou qu'est-ce qui vous a motivé pour venir faire cette activité? Moi, je surfais, j'ai déjà surfé plusieurs fois et j'ai déjà fait des stages dans d'autres surf camps. Et Johanna, il y avait le besoin de grands espaces après le confinement là, qui nous a tous enfermés. Je ne sais pas où tu étais toi pendant le confinement? Non, moi j'étais plutôt bien pendant le confinement, mais effectivement besoin de vacances déjà et besoin d'espace un peu. Moi j'ai jamais fait de surf, c'était une occasion de découvrir. Le choix du mois de septembre, c'était un vrai choix de saison? C'est souvent un bon compromis entre le temps et le peu de personnes qu'il y a sur l'eau. C'est vrai qu'ici, c'est une des spécificités de ce surf camp, c'est qu'il nous emmène surfer sur un spot sauvage où on est quasiment tout seul, vraiment. Même en plein été, on est vraiment quasiment tout seul, donc c'est quelque chose de vraiment sympa. Bon Quentin, d'après toi, à quel âge on peut commencer le surf? En général, on dit que plus on commence jeune, plus facile c'est après. Pas que, je vais te présenter trois drôles de dames. Elles ont commencé le surf à l'âge de 90 ans, on regarde. On nous demande toujours à partir de quel âge, mais on nous demande jamais jusqu'à quel âge. Et du coup, là, avoir deux personnes de 73 et 90 ans, c'est assez émouvant. Pourtant, elles sont arrivées en fauteuil. Thérèse, Odile et Annick n'étaient au courant de rien. C'est en arrivant sur la plage qu'elles ont tout compris. Ça nous met un petit défi en plus, une petite difficulté en plus. Mais ça va le faire. On va s'amuser, on va glisser, on n'est pas là pour on va pas devenir champion du monde aujourd'hui. Ça va Nick? Oui, pas trop stressé? Pendant 15 semaines, j'ai travaillé la souplesse, leur force musculaire, pour leur permettre d'être le plus à l'aise possible sur cette activité. Comme ça, là, on fléchir un peu les jambes pour éviter bien le faire dans la direction où on va, et on essaie de baisser, voilà, de fléchir au maximum. Pas trop d'appréhension? Non. Non? Non. Arrivera qui pourra. Si je tombe dans l'eau, ma foi... Même pas peur. Thérèse et Annick montent pour la première fois de leur vie donc sur une planche de surf. Une expérience inoubliable. C'est un peu impressionnant. C'est impressionnant quand même? Oui, mais en confiance parce qu'ils sont là. Ouais. C'est ça. Sinon, je ne le ferai jamais. En tout cas, vous regrettez pas cette expérience? Ah non. Ah non. Je suis contente, très contente. Vous avez ressenti que... Ah bah oui, l'eau m'a entraîné. Non, c'est bien. Je crois que je me suis pas trop mal débrouillée. Bon. Alors, regarde devant. Odile, elle, s'est un peu dégonflée. Pas grave. Finalement, maintenant, on sait à quel âge on peut commencer le surf. 90 ans. Bon, Géraud et Antoine, on est chez vous là dans ce surf camp. Tout l'été, il y a eu du monde? Bah oui, il y a eu beaucoup plus de monde que les étés d'avant. Donc je pense que c'est l'après-Covid qui a fait que les gens ne pouvaient pas partir à l'étranger. Donc du coup, ils sont partis en France et spécialement dans le sud-ouest, je pense. Ouais. Et alors là, on est dans une arrière-saison. Alors il pleut la nuit, le soleil arrive juste après. C'est le paradis à ce moment-là. C'est plus une clientèle de connaisseurs, on va dire. Qui savent que septembre, c'est une belle saison, qui évite un petit peu les vacances scolaires, qui évite un petit peu la foule et qui viennent se retrouver dans le sud-ouest justement pour la nature, le calme, la quiétude. Oui, exactement. Et les belles vagues. On peut avoir des gens de tout âge, des mamans d'adolescents, comme un peu tout le monde, quoi. Alors, il y a un autre phénomène qu'on observe et qu'on salue, c'est la féminisation. Il y a de plus en plus de surfeuses pro, c'est venu par là. Et puis il y a aussi des professionnels, comme cette shapeuse qu'on va voir tout de suite.
Marion, alias Surfista, vit sur un petit nuage de poussière. Elle ponce glace et dessine des planches de surf, du 100% sur mesure, 100% fait main, comme ce futur longboard de 9 pieds. Tout se décide avec le client en fonction de son niveau, du type de vague surfée, de sa morphologie aussi. Architecte de formation, originaire de la Méditerranée, rien ne l'a destinée au milieu du surf. Il y a 6 ans, un stage dans les Landes fait basculer sa carrière. Depuis, Marion a réalisé plus d'une centaine de modèles, colorés, personnalisables, au style rétro, comme celui-ci incrusté de poudre d'or. Il lui a aussi fallu s'imposer dans un univers encore très dominé par les hommes. On élargit maintenant et on élargit un surf féminin et à des produits orientés pour les femmes. Session hivernale sur la plage des Estagnaux. Ça va, tu me sens bien ? La créatrice est fière désormais de voir ses modèles surfés par de plus en plus de femmes. Elle est très à l'écoute en fait de ses clients et donc c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Parce que je pense que peu de personnes m'auraient dit ok on met un tissu sur la planche. Marion reste à ce jour la seule shapeuse à vivre uniquement de ce métier en France. Dans son sillage flotte l'espoir d'une nouvelle vague féminine. Bon, moi les amis, je suis sur la plage de Verbois, ici sur l'île d'Oléron, face à l'Atlantique, pour vous présenter un club de surf pas comme les autres. C'est le Gang of Greenwood, le gang de Verbois, c'est la plage, le nom de la plage. Ici, ils sont en train de s'échauffer, ils vont se mettre à l'eau et je vais vous les présenter. On y va. Alors on est avec Ludo, hein, c'est un peu le patron de l'école de surf Oléron. C'est quoi l'esprit? C'est une école l'été et un club l'hiver plutôt? Ouais, toute l'année. On essaie de rester ouvert le plus longtemps possible. C'est à peu près de mars à fin novembre, début décembre pour les compétiteurs. Et d'avril à fin octobre, début novembre pour les loisirs. Les compètes, il n'y en a pas, sûrement pas cette année? Non. On le voit sur le plan national, international. Ouais, on risque de faire 0 compète ou peut-être dans l'hiver, nous on a une compète ici qui s'appelle la Winter Cup qui reprend normalement autour de novembre-décembre. C'est un peu une compète qui nous sert à avoir des points pour le reste de l'année. Pour l'instant, on est comme tout le monde, on ne sait pas. Ça va être un frein ça pour les gamins? C'est quelque chose qui va les handicaper, qui va les décevoir un peu de pas aller en compète ou pas? Évidemment, il y a ce côté, on se prépare, c'est comme du théâtre, on se prépare pour la représentation, mais il n'y a pas de représentation. Donc ça, c'est un peu frustrant de ne pas aller se confronter au bout d'un moment. D'un autre côté, le plus intéressant dans l'entraînement, ça reste le goût à l'effort. T'as pris des vagues? Ouais, 2-3. Qu'est-ce qui te plaît dans ce club? Déjà l'ambiance avant tout. Après, on est sur un beau spot, alors c'est bien. Allez, il s'éclate, hein. Il fait beau, il y a des petites vagues. Ouais, c'est super. Vous avez une particularité, le club, c'est que avant le confinement, vous êtes presque les derniers cet hiver à avoir surfé au Portugal. C'est une vraie volonté depuis longtemps en fait de préparer ça. Ça demandait à ce que le club soit en place économiquement, où on voulait que ça soit pas cher pour les enfants. Ils ont payé à peu près 150 € pour 10 jours. Et on voulait aussi mettre en place la place des bénévoles en fait dedans, que les bénévoles de l'association puissent aussi exister dans ce genre de projet. Parce que c'est ça l'état d'esprit de ce club, quand on dit le Gang of Greenwood, c'est le gang de Verbois. Ouais. C'est vraiment un esprit, il y a un état d'esprit particulier. À la base, c'est une bande de copains, on est toujours copains à l'heure actuelle. Ça a commencé il y a très longtemps, je ne sais même plus vraiment quand, mais c'est bien une quinzaine, une vingtaine d'années. Et on a toujours été réunis par cette passion qu'on a en commun de la glisse, qui a été notre éducation dans la vie aussi. Et justement, cette dernière session, j'ai envie de dire, de 10 jours au Portugal, quand vous êtes rentré et que c'était le confinement, j'imagine que ça a dû être un choc aussi. On a été bénis des dieux de la mer pendant notre trip au Portugal, on a eu des super vagues.
J'ai beaucoup poussé les enfants à aller au bout de leurs limites physiques, se rendre compte du plaisir qu'ils pouvaient avoir à être si loin de chez eux. On était bien contents que ça existait avant le confinement. C'était un petit peu la décharge avant, histoire de préparer un confinement. Finalement, c'est la meilleure manière de préparer un confinement, d'aller au Portugal juste avant. C'était agréable de voyager pour... on avait comme seul but de surfer, quoi. Pas autre chose. Oui, les cours aussi. Mais faire que du surf et puis être avec les copains, c'était sympa. Puis découvrir le Portugal et tout ça, c'était cool. Un jour, on a maquillé un pote et il a dû aller jusqu'au spot maquillé. Du coup, c'était assez drôle. Ou alors, ouais, plein de petits trucs comme ça. Ou quand on arrivait sur le spot, qu'il y avait les vagues de fou et que dans le camion, on était tous là en train de gueuler comme des oufs parce que les vagues étaient dingues. Là on est avec John, c'est un des bénévoles de l'école de surf d'Oléron, c'est le spécialiste image. John, c'est vous qui avez réalisé le film du Portugal, La mauvaise graine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Toi, ça te plaît cette partie-là de faire ça? Ouais, ça me plaît de valoriser les jeunes qui montent et qui essayent de faire leur trou justement dans le surf. Et de valoriser aussi l'association, c'est le plus important quand même. Qu'est-ce qui la définirait, cette association de Gang of Greenwood, le Gang de Verbois? Parce que c'est pas un club classique, quoi. Non, ça permet, disons, aux jeunes d'ici qui sont des fois un petit peu perdus, de se retrouver dans quelque chose de constructif, de très identitaire finalement, l'océan. Et quand t'as pas envie de faire marin-pêcheur ou de la voile, tu te mets au surf. Et ici, c'est quand même une belle destination pour ça. John, je vais te présenter un jeune, il s'appelle Kylian Guérin, il a 17 ans, il rêve d'être pro depuis tout petit et il a mis à profit cet été sans compète pour créer un blog sur sa vie de surfeur. On l'a rencontré juste avant un trip à Tahiti, on regarde. Salut Guillaume, ça va? Ça va et toi? Bah nickel. On va voir un peu les planches et tout qu'on va prendre pour Tahiti. Alors du gros, donc peut-être 8 planches, 6 à 8 planches, je vais voir. Petit quattro. Ça c'est la planche à tube ça. Première fois à Tahiti, ouais. Vraiment content et excité d'y aller quoi. Tahiti, l'une des rares destinations qui manque encore à Kylian, nomade depuis ses 4 ans et privé de voyage de trop longs mois. Je suis resté ici depuis février, donc j'ai fait 4 ou 5 mois en France et j'avais pas fait ça depuis mes 11 ans. Mi-juillet, je suis parti aux Maldives, ça faisait bizarre un peu de repréparer ses affaires, repartir en voyage, toute cette vie un peu là. Le circuit des compétitions totalement à l'arrêt, Kylian a dû trouver une autre motivation pour aller de l'avant. Résultat, un blog vidéo, sa vie de surfeur dans et hors de l'eau. Sur les premiers commentaires, c'est plutôt positif. On n'est pas beaucoup à avoir cette vie-là, mais on est certains, petits privilégiés, et on en profite à fond. Bonne petite session airfly, on a kiffé entre frérots. C'est une vie des rêves, surtout moi quand je m'en suis vachement rendu compte pendant le confinement et tout, le fait d'en être privé, c'est là où tu te rends compte en fait de la chance que tu as. Car à 17 ans, le confinement a coupé Kylian dans son élan. L'ado, forcément, a tourné en rond comme un lion en cage. Déjà pour nous les adultes c'était très compliqué, personne n'a jamais vécu ça, donc lui ça a été démultiplié. Pour un sportif de haut niveau c'est l'enfer parce qu'il n'y a plus de repères, il n'y a pas vraiment d'entraînement. Depuis, l'entraînement a repris chez lui à Seignos. Sérieux, appliqué même dans les petites vagues, déterminé à poursuivre son rêve, avec toujours le soutien d'Arnaud. Dès que tu as un peu de hauteur, ce qu'on disait là, c'est vraiment pas mal, quoi. Ouais. Avant, c'était un travail à plein temps. Maintenant, ça va. On gère. Maintenant, il est grand, il a poussé, il est autonome. Comme toute sa génération, le Landais navigue à vue cette année, même si l'objectif reste de passer professionnel. J'ai peu d'être une compétition d'ici un mois, donc Tahiti va être un bon petit entraînement aussi pour la compétition et après revenir ici, continuer à s'entraîner.
À défaut de compétition, Kylian a toujours été au rendez-vous des bonnes vagues, comme ces bombes prises sur le spot de la Gravière chez lui. 2020 aura quand même eu du bon. Allez, changement de décor, on se retrouve ici à Anglette sur la côte des Basques, à la Chambre d'Amour précisément, l'une des rares vagues dans le monde qui a pu accueillir une compétition internationale cette année. Et nous sommes en compagnie de deux des compétitrices qui ont eu la chance de disputer cette compétition. Pauline Nadeau, Vainé Fierro, c'était un grand plaisir, j'imagine, de remettre le lycra de compétition. Ouais, c'est vrai qu'on a eu une année un peu très spéciale même. On a quasiment toutes les compétitions qui ont été annulées. Donc c'est sûr que ça nous fait du bien de remettre un lycra, d'avoir à nouveau des objectifs à moyen et court terme. Toi Vainé, tu es venu de Tahiti spécialement pour la compétition d'Anglette et celle du Portugal. Hein? Oui, je suis descendue pour ces compétitions-là. Comment ça s'est géré justement les entraînements? Parce qu'on imagine depuis le confinement, c'est pas évident d'envisager des compétitions qui ne vont pas exister. Comment vous faites vos entraînements? C'est sûr que ne pas avoir les compétitions, c'est différent. On n'a pas trop l'habitude, on n'a jamais eu ça. À la base, c'était un peu difficile de ne pas savoir en fait quand ça allait reprendre, si on allait avoir une année ou pas. Et puis au bout de quelques mois, on a bien vu que ça allait être une année blanche. Personnellement, j'ai continué mes routines aussi d'entraînement et comme Vainé, ça m'a aussi fait du bien de passer un peu de temps chez moi, prendre plus le temps de peut-être travailler des choses sur lesquelles on a envie de progresser, prendre un peu plus de temps avec nos proches aussi. Vous êtes très positif, c'est bien, mais il y a beaucoup de compétitions qui ont été annulées par rapport à d'autres sports qui se voient maintenus. Vous avez l'impression qu'il y a deux poids deux mesures? Chaque sport a un peu ses spécificités. Je pense qu'en surf, on a la chance d'être dans un environnement extérieur, donc ça c'est un avantage. Mais d'un autre côté, chacune de nos compétitions sont internationales. Donc vu la situation avec les frontières fermées, les restrictions, les quarantaines, c'est sûr que ça devient très compliqué d'organiser un tour qui est juste en fait. Et on est encore en plein milieu de cette incertitude, même pour le circuit 2021 qui est censé démarrer là en décembre ou en janvier. Oui, c'est vrai qu'il y a encore plein d'éléments qui sont incertains. On espère que ça va reprendre en 2021 de façon normale entre guillemets. Allez, il y a le surf en pleine mutation, on l'a dit, il y en a un qui a vécu toutes les mutations du surf, c'est Joël de Roné, l'un des premiers à avoir surfé ici sur la côte basque. Il vient d'écrire un livre, on le rencontre. Mon spot favori de surf, il est là. Surplombons le spot de Parlementia à Bidart avec sur la tête la casquette au logo du légendaire Surf Club de France. Voici Joël de Roné, l'un des derniers tontons surfeurs. Ces pionniers du surf qui, à l'aube des années 60, ont défié les vagues de la côte basque avec des planches que les moins de 20 ans ne peuvent pas imaginer. Au tout début, on n'avait pas de liche, on n'avait pas de combi. Personne ne nous avait dit comment faire, qu'il fallait mettre les pieds un devant et un derrière et pas de côté. Instinctivement, on met les pieds parallèles. Donc tout ça, on l'a appris au fur et à mesure. On n'était pas nombreux, mais on était passionnés. Et chacun avait compris quelque chose, il expliquait à l'autre. C'était des moments de légèreté. Malheureusement, le surf qui est devenu très commercial a créé des conditions de compétitivité entre les gens. Je suis sur ma vague, c'est ma vague. Il y a des règles de priorité. Mais malheureusement, les gens sont chacun pour soi. Et ça, c'est dommage dans le sport. Avant, c'était chacun pour tous. Du haut de ses 83 printemps, Joël de Roné a toute la légitimité pour partager sa passion de la glisse. Il publie Petit éloge du surf, un recueil entre souvenirs et philosophie de vie. Car pour celui qui est aussi un grand scientifique, le surf est synonyme de déterminisme et de liberté. Déterminisme, c'est la vague. Elle est formée par une tempête au nord de l'Atlantique. Elle vient ici, elle brise sur un rocher que je connais par cœur. Et sur cette vague, je suis libre. La vie, c'est une vague. On est déterminé et on est libre à la fois. Aujourd'hui, Joël de Roné continue de surfer, des vagues un peu moins hautes, mais toujours avec la même ardeur. C'est un esprit, il y a un esprit surf, une culture surf. Une culture qui continue de faire rêver, comme un été sans fin. On se retrouve dans le centre-ville d'Osgore, c'est un petit peu la petite Californie française avec tous les surf shops, toutes les marques qui sont représentées, en compagnie de Jean-Louis Rodriguez, le président d'Eurocima. Merci d'être avec nous. Comment cette période post-Covid
est vécu par l'industrie? Alors d'abord, notre association Erosima compte 170 marques, toutes sont représentées. C'est une association qui existe depuis 20 ans. Post-Covid, écoutez, on a fait de manière générale une saison hors norme, malgré les inquiétudes qu'il y avait. La majorité des acteurs dans une relation tourisme et pratiquants ont fait des chiffres d'affaires supérieurs à ceux de l'année dernière, y compris maintenant sur la pré-saison. On n'a pas de signe d'alarme qui nous dit notre société va mal et on pense fermer ou on pense avoir un plan social. Il y a quand même une inquiétude par rapport à ce fameux Covid. Oui, évidemment, il y a une inquiétude, comme je suppose tout marché et tout type d'industrie a. On ne sait pas aujourd'hui jusqu'à quand on va devoir gérer cette situation. Beaucoup de choses se font sans déplacement professionnel, donc beaucoup de téléconférences, beaucoup de visio et beaucoup de télétravail aussi. Il y a des questions de savoir comment on va se réorganiser, travailler différemment par rapport à la réalité liée à cette pandémie. Travailler différemment, justement, je vais vous présenter une marque rochelaise qui, elle, a développé une combinaison, c'est la marque Sorous, je ne sais pas si vous connaissez, qui a développé une combinaison de surf 100% écolo. Pour aller à l'eau, plus besoin de s'équiper en néoprène, fabriqué à base de pétrole, mais en bioprène. Un mix de caoutchouc naturel, canne à sucre, huile végétale et poudre de coquille d'huître. Voilà la recette de cette nouvelle combinaison de surf, une première mondiale, made in La Rochelle, une combi 100% éco-responsable. Pour nous, au niveau de l'intérêt de notre travail et de notre passion, on s'est penché de plus en plus sur le technique, parce que c'est là qu'on s'éclate à développer ça et qu'on a une vraie valeur ajoutée, une vraie différenciation. On compte près de 23 millions de surfeurs dans le monde. On vous laisse imaginer l'impact écologique. Alors, cette innovation attire du monde, comme ce média spécialisé dans la protection des océans. Et vraiment la combinaison Blue Line, qui est la combinaison école. Là. Pour nous, c'est principal et c'est primordial de partager les solutions qui existent, parce qu'en fait, on parle dans les médias traditionnels énormément des problèmes, notamment de la pollution plastique. C'est comme ça qu'on a commencé, mais nous, on avait envie de montrer qu'il y avait énormément de solutions qui existaient. Des produits techniques de plus en plus naturels, recyclés, pour réduire l'impact environnemental. Ici, on produit autant qu'on récupère. 40 000 vieilles combinaisons par an sont broyées, transformées en tapis de yoga, par exemple. On appelle ça la politique des petits pas. Dans une démarche d'éco-conception, on cherche aussi à réduire les déchets ou l'impact. Exemple, les emballages. Si on prend l'exemple de nos casques qui permettent d'aller dans l'eau, cet été, en enlevant l'emballage plastique et en les mettant simplement dans leur sac de transport, on économise 500 kg de plastique. Les deux anciens du pôle France Voile ont même créé leur propre label Ocean Protect, un atout supplémentaire pour la marque rochelaise qui affiche une croissance de près de 20% et sponsorise une soixantaine de riders professionnels dans le monde. Sancho, là, manifestement, sur la photo, tu l'as mal vécu le confinement là. Assez mal, ouais. J'étais un peu tendu à la fin. Tu l'as passé où ce confinement? Je l'ai passé aux îles Canaries, à Fuerteventura plus précisément. C'était assez traumatisant dans le sens où il y avait beaucoup de police en Espagne. Il y avait la Guardia Civile, la police locale, la police nationale. Et alors depuis, on peut pas dire que la vie est revenue à la normale, parce que c'est compliqué de prendre l'avion. Toi particulièrement, tu es un surfeur qui regarde les cartes météo, qui décide de la destination au dernier moment. Exactement. C'est plus possible pour l'instant. À moi, ça devient très compliqué, ouais, dans le sens où je pars vraiment au dernier moment. Parce que les cartes météo changent vraiment d'un jour à l'autre, même à quelques heures près. Et donc vraiment, la base de mon activité, c'est ça, partir au dernier moment dans un avion et surfer quelque part pendant 2-3 jours et rentrer. Est-ce que tu t'inquiètes justement par rapport à ça, l'industrie du surf qui va aussi devoir se remettre de ça? Toi qui es un free surfer, ce qu'on appelle un free surfer, mais qui vit des vues que tu vas faire avec tes grosses vagues, tu penses que ce modèle-là va pouvoir perdurer? Ben pour l'instant non, mais il faut le prendre en fait comme il vient. Hein. C'est-à-dire, moi, vraiment, mon activité, c'est du mois d'octobre, novembre jusqu'à mars, en fait, c'est l'hiver. Et si je ne peux pas partir en voyage, ben, je n'irai pas. Et je me concentrerai sur la France, le Portugal, ou les endroits où je pourrais aller, c'est tout. Il y a quand même des swells à la maison, donc on peut quand même bricoler, d'une manière ou d'une autre. Sancho, on va terminer sur une note positive quand même. Pour l'instant, il n'est pas question de reconfinement, il y a toujours le bonheur d'aller dans l'eau, quoi. Exactement, c'est ça le plus important.
Allez, on va pas attendre Guillaume pour clôturer cette émission spéciale surf. On se retrouve pour le prochain numéro. On va parler d'algoculture, ça va se passer du côté de l'île de Ré. Mais pas que. On vous dit au revoir, à bientôt.